Bonjour à tous, on se retrouve pour l'une des dernières vidéos afin de voir quelles sont les caractéristiques des neurones impliqués dans le réflexe myotatique, mais également afin de préciser comment se propage un message nerveux. Vous le savez déjà, le message nerveux sensitif pour rejoindre la moelle épinière transite par le nerf rachidien puis par la racine dorsale. Des expériences de section, notamment de cette racine dorsale, permettent de localiser le corps cellulaire des neurones sensitifs. Et ce corps cellulaire des neurones sensitifs est localisé dans le ganglion rachidien. Les dendrites de ce neurone sensitif sont localisés au niveau du muscle. Et l'extrémité de ces dendrites sont enroulées autour de fibres musculaires modifiées, l'ensemble constituant ce que l'on appelle un fuseau neuromusculaire. Et ce fuseau neuromusculaire, c'est le récepteur sensoriel qui détecte l'étirement du muscle. Les neurones sensoriels ont une forme légèrement différente des neurones que l'on représente classiquement sur les schémas. En effet, il s'agit d'un neurone qui a une forme de T. Ainsi, ces dendrites sont directement au contact de l'axone, axone qui donc part du muscle, puis se prolonge dans le nerf rachidien et se termine dans la moelle épinière, plus précisément dans la substance grise. Les axones retrouvés dans la substance blanche sont donc en partie des axones de neurones sensitifs. Concernant le message nerveux moteur à présent, vous le savez déjà, il part de la moelle épinière pour rejoindre le muscle et transite via la racine ventrale, puis via le nerf rachidien. Des expériences de section permettent là encore de montrer que le corps cellulaire du neurone moteur se situe au niveau de la moelle épinière et plus précisément dans la substance grise. Un motoneurone va posséder une forme du neurone que l'on représente classiquement sur un schéma. Il va posséder des dendrites tout autour de son corps cellulaire qui se situe dans la substance grise et son axone va se prolonger jusqu'au muscle. Au niveau du muscle, chaque terminaison axonique est associée à une fibre musculaire et la structure ainsi formée est nommée plaque motrice. Il s'agit d'une synapse neuromusculaire. Lorsque un message nerveux transite dans un motoneurone et parvient jusqu'aux fibres musculaires, toutes les fibres associées à ce motoneurone se contractent simultanément. Toutes ces informations sont ainsi résumées sur ce schéma. Si on reprend les différentes étapes du réflexe myotatique, une percussion au niveau du tendon d'Achille entraîne un étirement du muscle. L'étirement du muscle est détecté par les fuseaux neuromusculaires, ce qui entraîne la génération d'un message nerveux qui va se propager dans l'axone du neurone sensitif. Ce message nerveux va ainsi parvenir jusqu'à la moelle épinière et plus précisément jusqu'à la substance grise, lieu où les neurones sensitifs sont en contact avec les motoneurones, c'est-à-dire qu'ils établissent des synapses avec les motoneurones. Un nouveau message nerveux va ainsi être généré dans le motoneurone, transiter via son axone jusqu'au muscle, au niveau de ce que l'on appelle la plaque motrice. La transmission du message au niveau de cette synapse neuromusculaire entraîne la contraction du muscle. Mais alors, comment se propage le message nerveux au sein d'un neurone et comment ce message nerveux passe d'un neurone à un autre? C'est ce que nous allons voir de suite. La première chose que vous avez pu voir grâce à la modélisation informatique sur laquelle vous avez travaillé, c'est lorsque l'on place l'électrode à l'intérieur de la fibre nerveuse, à l'intérieur de l'axone, on enregistre un signal de moins 70 mV. Ce signal est stable et il est enregistré en dehors de toute stimulation. Cela signifie qu'il existe une différence de potentiel entre la face interne de la membrane et la face externe. Autrement dit, l'intérieur du neurone est chargé négativement. C'est ce que l'on appelle le potentiel de repos. Deuxième chose que vous avez pu observer. Lorsque l'on va stimuler de façon très légère notre cellule nerveuse, on observe une variation du signal électrique qui ne se propage pas. Lorsque l'on va stimuler notre cellule nerveuse au-delà d'une valeur seuil, dans notre modélisation, c'était au-delà de 400 microampères. On observe une inversion brève du potentiel de membrane, c'est ce que l'on appelle le potentiel d'action. Ici, quelle que soit l'intensité de stimulation, pourvu qu'elle soit au-dessus de cette valeur seuil, le potentiel d'action sera toujours le même. Il aura la même durée et la même intensité. Et ce potentiel d'action se propage dans l'axone de son point de naissance jusqu'à l'extrémité de l'axone sans s'atténuer. Le neurone répond à ce que l'on appelle la loi du tout ou rien.
Et pour être sûr que vous ayez bien compris, on peut faire une analogie avec la chasse d'eau. L'analogie n'est peut-être pas glamour, mais en tout cas, elle a le mérite de bien rendre compte de la situation. En effet, si vous appuyez légèrement sur le bouton poussoir de la chasse d'eau, un mince filet d'eau va commencer à s'écouler, mais s'arrêtera immédiatement si vous retirez votre main. C'est ce que l'on observe avec un neurone lorsque l'intensité de la stimulation est inférieure au seuil. On a une modification du signal électrique, mais c'est tout. Ensuite, si vous appuyez suffisamment fort sur le bouton de la chasse d'eau, et bien là, l'intégralité de l'eau présente dans le réservoir va s'écouler, la chasse d'eau est déclenchée. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Peu importe que vous appuyez fort, très fort, la chasse d'eau aura toujours la même amplitude, la même durée, pour peu que vous ayez appuyé suffisamment fort sur le bouton poussoir. C'est la même chose pour le potentiel d'action, peu importe l'intensité de la stimulation, pourvu qu'elle soit au-dessus de cette valeur seuil, le potentiel d'action aura toujours la même durée et la même intensité. Alors comment écoder le message nerveux qui se propage dans un neurone? Reprenons la modélisation informatique de l'expérience de Sherrington. Vous avez pu le voir, ce qui est important, c'est la fréquence des potentiels d'action. En effet, lorsque l'on s'intéresse aux neurones sensitifs, lorsque la patte est étirée de 4 mm, la fréquence des potentiels d'action dans l'axone du neurone sensitif est de 14 potentiels d'action par seconde. Lorsque cette fois-ci, le muscle est étiré de 8 mm, la fréquence des potentiels d'action dans l'axone du neurone sensitif est de 27 potentiels d'action par seconde. On remarque également une modification de la fréquence des potentiels d'action au niveau de l'axone du neurone moteur. En effet, lorsque le muscle est étiré de 4 mm, on note une fréquence des potentiels d'action dans l'axone du motoneurone de 3 potentiels d'action par seconde. Et lorsque le muscle est étiré à 8 mm, la fréquence des potentiels d'action dans le motoneurone passe à 6 potentiels d'action par seconde. Ainsi, la fréquence des potentiels d'action est proportionnelle à l'intensité de la stimulation. Plus la stimulation est intense, plus la fréquence des potentiels d'action générés sera à son tour importante. On peut donc dire que le message nerveux au sein d'un neurone est codé électriquement en fréquence de potentiel d'action. À présent, voyons comment un message nerveux passe d'un neurone à l'autre, notamment du neurone sensitif au neurone moteur, au niveau de ce que l'on appelle une synapse neuronique. Alors, ici est représenté en vert sur le schéma le neurone présynaptique. Son extrémité correspond au bouton synaptique. L'espace que l'on retrouve entre le bouton synaptique et la membrane du neurone postsynaptique est appelé fente synaptique. Et l'ensemble constitue la synapse. Alors, dans un premier temps, des trains de potentiel d'action vont arriver au niveau du neurone présynaptique. Comme on l'a déjà vu, le message est de nature électrique. Au niveau du bouton synaptique, on va retrouver des vésicules qui sont remplies de neuromédiateurs. Et l'arrivée des trains de potentiel d'action va déclencher la libération des neuromédiateurs dans la fente synaptique. Plus la fréquence des potentiels d'action est importante, plus la quantité de neuromédiateurs libérés par exocytose sera elle aussi importante. Ces neuromédiateurs vont donc se fixer sur les récepteurs qui sont présents sur la membrane du neurone postsynaptique. Ainsi, au niveau de la synapse, le message nerveux est codé chimiquement en concentration de neuromédiateurs. Si la quantité de neuromédiateurs reçus par les récepteurs du neurone postsynaptique sont suffisants, un message nerveux va être généré sous forme de train de potentiel d'action. Donc, à nouveau, dans ce neurone postsynaptique, un message nerveux codé électriquement sous forme de train de potentiel d'action. Afin d'éviter une stimulation trop excessive du neurone postsynaptique, le neuromédiateur est ensuite recapturé par le neurone présynaptique ou alors le neuromédiateur est inactivé par des enzymes qui sont présentes dans la fente synaptique. Voyons à présent comment un message nerveux est véhiculé au niveau d'une plaque motrice, c'est-à-dire au niveau d'une synapse neuromusculaire. Lorsqu'un motoneurone est stimulé, il va, via son axone, véhiculer des trains de potentiel d'action. Lorsque ces trains de potentiel d'action arrivent à l'extrémité de l'axone, cela déclenche la libération d'acétylcholine dans la fente synaptique de la synapse neuromusculaire. Plus la fréquence des potentiels d'action est élevée, plus la quantité d'acétylcholine libérée sera importante. La fibre musculaire, comme un neurone, est polarisée, c'est-à-dire que l'intérieur de la fibre est négatif.
La fixation de l'acétylcholine sur les récepteurs présents sur la membrane de la fibre musculaire induisent une dépolarisation de celle-ci, ce qui va générer des potentiels d'action musculaire, eux-mêmes entraînant la contraction de la fibre musculaire. Des molécules peuvent perturber la bonne communication au sein du système nerveux. Le Botox, vous connaissez ? Très utilisé en chirurgie esthétique, il s'agit de la toxine botulique. Et lorsqu'elle n'est pas utilisée correctement, on comprend bien que cette molécule est un poison. En effet, elle empêche la bonne communication au sein d'une synapse neuromusculaire. La toxine botulique empêche la libération de l'acétylcholine. Elle empêche la fusion des vésicules qui contiennent l'acétylcholine avec la membrane de l'extrémité de l'axone. L'acétylcholine reste piégée dans les vésicules et ne peut plus être libérée dans la fente synaptique. Résultat, les fibres musculaires ne peuvent plus se contracter. Le curare est une autre molécule qui va perturber le fonctionnement normal de la synapse neuromusculaire. Le curare a une structure très proche de l'acétylcholine. Ainsi, une fois dans l'organisme, il va venir se fixer sur les récepteurs à l'acétylcholine présents sur la membrane des fibres musculaires, sauf qu'il se fixe sur les récepteurs, mais ne provoque pas les mêmes effets que l'acétylcholine. Donc, l'acétylcholine ne peut plus se fixer sur les récepteurs, la communication entre le motoneurone et la fibre musculaire est donc interrompue, les muscles ne peuvent plus se contracter. Vous le savez à présent, le réflexe myotatique... Tu la gueule du monde toi ou quoi? Ça va pas te parler comme ça? Et t'éteins? Pas du tout, je suis en train de faire ma vidéo là. Je m'en fous, même toi. Mais ça va pas Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que vous avez tous? Je suis en plein milieu d'une vidéo pour les terminales. Non, t'arrêtes ça Baptiste! Mais pas du tout, j'enregistre là, allez sortez de ma chambre, franchement on va vous entendre râler sur ma vidéo. Mais c'est quoi que t'as mis par terre? C'est un fond vert parce que je suis en train de faire mon cours pour les terminales en ce Mais moment. t'es pas nette, non? Et demain matin, comment tu vas te lever? Demain matin. Je te rappelle que les cours à distance, ils continuent en ce moment, hein, même s'il y a le déconfinement. C'est pour ça que je suis en train de faire les vidéos. Tes barres, je sais quoi que t'as foutu là-dedans? Ça, mais touche pas là, c'est du scotch, c'est pour tenir mon portable. Du quoi? Du scotch. C'est pour pouvoir me filmer, comme ça je l'ai attaché comme ça. Les barges. T'es con quoi? C'est vous qui êtes totalement à l'ouest. Franchement, vous avez pris quelque chose? Vous avez fumé ou quoi? Comment tu vas aller à l'école demain? Mais je vous le dis, il n'y a pas école demain matin. Coronavirus, confinement, ça vous dit quelque chose là? Et j'ai quand même encore le droit de faire des vidéos dans ma chambre, non? T'as le droit de quoi? J'ai encore le droit de faire des vidéos de cours pour mes élèves dans ma chambre, non? Non, pas dans ta chambre, non, parce que c'est ma maison. Tu vas dehors si tu veux essayer quelque chose. Je vais quand même pas aller dehors pour faire les vidéos pour mes élèves. Surtout en ce moment, le soir, franchement, il fait encore froid. Bah je m'en fous, alors t'essayes l'été. Non mais c'est n'importe quoi, tu vas te coucher tout de suite là Baptiste, hein? T'entends? Bon, maintenant ça suffit. Hein. Vous sortez, moi je termine d'enregistrer là. Allez! Allez, on reprend la conclusion. Donc vous le savez, le réflexe myotatique est à l'origine de la contraction involontaire des muscles. Mais toutes les contractions des muscles ne sont pas inconscientes. Parfois, ces mouvements sont décidés. Vous allez à présent voir comment les mouvements volontaires sont contrôlés. Mais tu vas pas l'engueuler ta tête, tu te lèveras jamais demain matin, à quelle heure tu commences demain? C'est pas net, non? Mais tu vois pas, t'es complètement à l'ouest, tu te vois pas là Baptiste, qu'est-ce que t'as pris?